Nous sommes présentement au Musée de la Poste et avec nous, c'est Madame Jocelyne Bilodeau. Bonjour. Bonjour. Là, on se trouve à quel endroit? À Saint-Marc-de-Figuerie. Vous avez bien mentionné qu'on est au Musée de la Poste. On est vraiment sur le perron du Musée de la Poste, mais c'est sur le site du Parc Héritage. Alors, à Saint-Marc-de-Figuerie, on a créé le site du Parc Héritage en 1994, le Musée de la Poste à ce moment-là. Et en 1999, on a construit la boutique de forge. Et en 2013, on a ajouté le pavillon. Fait que, grosso modo, c'est ce qu'il y a sur le site du Parc Héritage. Bon, est-ce que le Musée de la Poste, il y a des artefacts ou des morceaux qui sont vraiment de l'histoire d'ici? Oui. Toute la partie poste, c'est vraiment unique à notre histoire, parce que c'est pas parce qu'on a la prétention d'être des gens qui ont une connaissance plus élevée au niveau de la poste. C'est vraiment par rapport au patrimoine local. Pour réaliser le projet, si on remonte quelques années avant 1994, on avait découvert qu'il y avait une richesse patrimoniale au niveau du matériel de poste, parce que ça avait été tout conservé par la même famille. Qui était la famille qui avait instauré le service postal ici local. Alors, ce qu'on retrouve, c'est... nous, on s'est concentré à l'époque 1919 à 1940. Alors, ce qu'on retrouve dans l'espace postal, qui est là en permanence, c'est vraiment le patrimoine local, qui est de la famille Boutin. Puis à travers ça, c'est de raconter les objets, ce que ça faisait, mais c'est l'histoire de nos gens d'ici. Alors, ce qu'on apprend à travers ça, c'est comment on s'est développé, qui a habité le territoire, puis comment on l'a fait pour améliorer la communication entre ici puis ailleurs. Alors, c'est vraiment là, du patrimoine local. Donc, on peut visiter l'intérieur et voir les artefacts. Oui. Est-ce que vous pouvez nous présenter ça? Oui, je vais pouvoir, mais avant d'entrer, c'est que le principe du Musée de la Poste, comme je dis, ça, c'est en permanence. Mais afin que les gens reviennent, c'est que nous, on a aménagé le Musée de la Poste de façon à ce qu'on installe les thématiques. Alors, toutes les 2 à 3 ans, on monte des expositions thématiques, encore là en utilisant du patrimoine local ou territorial ou régional. Puis, ce qui fait en sorte que tu es venu une fois, mais tu peux revenir. Et bien entendu, la poste, les objets, c'est pas mal toujours les mêmes. On en ajoute parce qu'il y a des gens qui nous en redonnent au fil du temps. On ajoute des petits éléments. Mais il faut donner le goût aux gens d'apprendre autre chose. Puis là, on élabore d'autres parties d'histoire en mettant des expositions thématiques. Alors, cette année, en 2014, on est dans la synergie du 100e. Nous, on a mis, parce que là, il faut s'entendre qu'on est tout près d'Amos, puis on fait partie de la même MRC. Nous, on a collé une exposition qui sont les 100 ans de boîte à images. Alors, c'est quelqu'un ici qui avait une collection privée d'appareils photo, de caméras et de tout genre, de 1914 à 1950. Alors, on a exploré ce thème-là qui venait bien joindre la thématique du 100e de la ville-centre de notre MRC. Ensuite, on a 2 autres aspects d'exposition qui sont l'artisanat, qui est lié autant au travail manuel des dames de l'époque, mais aussi de la laine. Tout le traitement de la laine, comment on faisait pour de la tonte jusqu'à la mettre sur des aiguilles à laine. Alors, on exploite cette partie-là de l'artisanat au niveau de la poste, du musée de la poste. Alors, c'est assez complet. C'est l'histoire du patrimoine ici, là, dans le fond. C'est ça. Ce qu'on a connu ici, peut-être pas de mon époque à moi, mais bien entendu, c'est des gens qui ont vécu ici, qui nous ont transmis ça, qui nous ont légué des livres, des objets, du matériel, puis ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on est capable de raconter comment on s'est développé ici, que ce soit à Saint-Marc ou dans un autre village de l'Abitibi-Témiscamingue. On a tous un lien commun, c'est de vouloir habiter notre territoire puis améliorer notre qualité de vie.
Alors, grosso modo, c'est un petit peu le filon qu'on exploite à travers notre attrait qui est le musée de la Poste. Tantôt, on pourra élaborer un peu plus ce qui est la boutique de forge, mais si on est prêt, on pourra aller visiter l'intérieur du musée de la Poste. Parfait, merci. Là, on se rend la boutique de forge. Oui, mais on va passer par le petit pont couvert de notre site qui nous permet de raconter une autre petite partie de notre histoire qui est vraiment locale. Puis je dirais plus que locale, c'est notre première famille qui est arrivée ici, à Saint-Marc. Puis je vais vous raconter ça, comment c'est arrivé, parce que c'est assez inusité. Je vais me positionner pour... C'est cute! Alors, on a fait une réplique du premier pont couvert à Saint-Marc. Puis en plus, c'était le premier pont couvert en Abitibi-Témiscamingue. Ils l'ont fait sur le territoire entre Saint-Marc et Amos. Est-ce qu'il existe encore? Non. Oh. Alors, c'est dans l'histoire, ça a été le premier, mais bon, au fil des années, il a été déconstruit et remplacé par un pont qui existe encore, qui est en bois, mais pas de couvert. Là, il faut s'imaginer qu'en 1914, la première famille arrive ici. Il n'y a pas personne qui habite ici. On a distribué les lots aux colons, comme on les appelait à l'époque. Puis le curé de colonisation a donné un lot, entre autres, à la famille La Rochelle. Alors, Adélard La Rochelle arrive ici. Il n'y a pas de famille. Il n'y a pas personne qui habite à Amos. Puis, il arrive avec sa famille. Puis, il a 6 enfants. Puis, il doit s'installer le temps de construire le camp. Il doit installer sa famille à quelque part. Puis, ce qu'on lui propose, c'est de prendre une partie du pont couvert, de séparer ça en deux. Puis là, il faut s'imaginer qu'en 1914, il n'y a pas la circulation de l'époque, parce que la route provinciale n'existait pas. Alors, on prend des toiles d'armée, puis on sépare ça pour faire une pièce pour que la famille puisse s'installer là. On installe le poêle pour la cuisinière, des lits de camp, puis la mère s'installe là avec ses 6 enfants. Il y a un bébé qui a 6 mois. Château. Le temps de l'été, ils habitent là, pendant que monsieur va à la terre, défricher, construire. Puis on habite sous le pont qu'on a aménagé pour... Mais personne n'avait besoin d'utiliser le pont? On laissait une voie pour passer pour les chevaux. Ah, c'est intéressant. On fait la cuisine, puis là, ça passe. C'est en plein ça. Mais ce qui est pire, c'est qu'aujourd'hui, on connaît les mouches noires puis les maringouins. Mais eux ont passé une partie de l'été avec tout ça autour d'eux, mais d'autant plus qu'on est près d'un plan d'eau. Ben oui. Alors, on en avait beaucoup. Mais ça fait partie du courage de notre première famille pionnière, la famille La Rochelle, qui est venue habiter ici à Saint-Marc. Fait que ça doit être des gens encore forts et déterminés. Oui, on a encore les petites filles qui habitent ici. Il y en a 2 encore qui habitent ici. Oh, des gens forts, puis des gens bien impliqués dans le milieu. Puis bon, ça fait partie de notre histoire. Puis je trouve ça original. Puis je pense pas qu'il y ait beaucoup de municipalités au Québec qui ont une histoire qui est semblable. Mais ça fait partie de la nôtre. Puis c'est pour ça qu'on a construit un mini-pont couvert pour relater cette partie d'histoire-là de chez nous. Ah bien, une belle pensée. Fait qu'on a mis un bel aménagement paysager autour de tout ça pour faire en sorte que quand on passe, on ait le goût d'arrêter puis de dire « Ah, ben on va aller explorer un petit peu qu'est-ce qu'il y a sur cet attrait touristique-là. » Puis c'est ce que ça donne au fil du temps. Là. Après 20 ans d'aménagement, ben il y a des fleurs vivaces qui ont pris place, puis on en rajoute au printemps. Alors, on va pouvoir se diriger vers la boutique de forge. Là, on est vraiment devant la boutique. On est
prêts à faire des pesées, j'imagine, ou à lever des poids. On n'est pas loin de ce que ça sert, oui. Oui, la boutique de forge, aujourd'hui, boutique a une connotation beaucoup plus d'acheter des articles, mais à l'époque, la boutique de forge, c'était un endroit pour travailler. Alors, ce qu'on voit à l'extérieur, c'est ce qu'on appelait un palan, un crochet, ou en tout cas, chacun a son langage. Parce que oui, on vient pour le ferrage des chevaux, mais on vient aussi pour réparer la charrette. Alors, pour s'aider un petit peu, le forgeron, il s'était installé des outils. Et ce crochet-là, c'était pour soulever la charrette quand on avait à changer les roues de l'une des 4 roues là, de la charrette. Fait que ça, c'est ce qu'on voit de l'extérieur. Pour le reste, c'est beaucoup plus du travail à l'intérieur qu'on faisait là, pour le forgeron. Une forge, c'était un lieu central après le perron d'église. Bien sûr. Le perron d'église a toujours eu une très grande importance dans les milieux ruraux pour échanger puis apprendre un peu ce qui s'est passé dans la dernière semaine. Mais dans la semaine, les hommes se réunissaient à la forge pour les potins plus monsieur. Et c'était le téléjournal hebdomadaire à l'église. Là, c'était le journalier. C'est ça, OK. à la forge. Fait qu'il ramenait une nouvelle à la maison de ce qu'il avait entendu parler à la forge. Puis on pourra explorer un peu plus les choses qui faisaient en sorte pour donner le service là, du forgeron là, à l'intérieur, parce que les outils en disent long là, quand on les voit. Alors, C'était des hommes forts aussi, la plupart du temps, les forgerons. J'imagine, parce que... Si je regarde nos 2 forgerons, parce que nous, à Saint-Marc, on a fait la boutique de forge. Oui, c'est pour relater encore l'histoire de personnes, mais c'est parce qu'il y en a eu 2. Alors, on en avait un au centre du village. Et la boutique de forge, si on veut, est devenue un garage privé aujourd'hui, mais le bâtiment existe encore. Ah! Bon, alors, on ne pouvait pas s'installer là. C'est quand même une propriété privée. On s'en est inspiré, mais celle-là existe encore. Puis, elle appartient pas nécessairement à la famille proche de cette époque-là, qui était Émile Morin. Et il y en avait un deuxième qui était dans un rang. Le rang qui, justement, allait vers le pont couvert, vers Amos. Il y avait une deuxième boutique de forge. Alors, les clientèles étaient différentes. Il y en avait celui du chemin de l'Hydro aujourd'hui. Bien, lui, sa clientèle était un petit peu d'Amos. Puis les gens du secteur rural de Saint-Marc de ce côté-là. Tandis qu'ici, au centre du village, bien, c'était le centre du village beaucoup plus ses clients. Il y avait 2 autres choses là, qui est bien importante. C'est qu'un forgeron ne peut pas travailler à l'année de ce métier-là. Ah non? Fait que ces 2 hommes-là avaient 2 autres choses à amener à la communauté. C'est qu'il y avait des talents autres que celui de forgeron. C'était un ébéniste menuisier, puis quelqu'un qui aimait travailler pour construire des outils. Alors, M. Breton, qui était dans le chemin de l'Hydro, lui aimait beaucoup travailler le bois aussi. Fait que pour combler les temps morts du métier de forgeron, bien, il pratiquait la réparation de meubles, de fenêtres, puis dans le cadre de menuisier ébéniste. Tandis que M. Morin, bien, lui, aimait ça relever des défis. Alors, il fabriquait des outils. Fait que les cultivateurs qui allaient le voir, puis disaient, bien, moi, j'aurais besoin d'un outil un peu plus spécialisé pour faire tel travail. Bien, il faisait en mesure de répondre aux besoins et de le fabriquer. Alors, c'est pour ça qu'on a plusieurs outils de l'époque dans la forge. Que lui avait fabriqué. C'est ça. Alors, du même modèle. Puis, alors, c'est encore des choses qui étaient beaucoup plus larges que juste donner le métier. C'était répondre aux besoins pour améliorer encore la qualité de vie de ceux qui développaient le territoire. Quand on parle de musée, on pense la famille, mais c'est toujours plus les femmes qui incitent les hommes à venir visiter les musées. Mais ça, là, les hommes, ils se feront pas tordre le bras, là. Non. OK. D'autant plus, quand on fait les visites, ce qui est remarquable, puis autant au Musée de la Poste, c'est que bien souvent, c'est eux qui font la visite. Nous, on fait juste guider vers les choses, mais les gens, ils ont soit vu le grand-père ou arrière-grand-père, ou ils ont vu le père manipuler ça, puis là, ils ne savaient pas trop. Nous, on amène l'élément premier, mais c'est très, très, très interactif
comme visite. Puis oui, effectivement, les messieurs aiment bien entrer là-dedans. C'est l'odeur qui est restée aussi parce que nous, autant le musée que la boutique de forge, on a déconstruit pour reconstruire. Alors, la boutique de forge a été refaite avec du bois de grange. Fait que ça sent la grange, ça sent vraiment le foin, ça sent encore ça. Tandis que le musée, bien, lui, on a déconstruit une école de rang pour pouvoir faire l'intérieur du musée. Fait que, il y a récupération, il y a aussi amener les gens vers une émotion, un senti qui est au niveau de la lumière, de la couleur. Fait que c'est les sens qui sont interpellés. Alors, ça veut dire qu'il y a de l'énergie, là, hein, spéciale. Oui, oui. Il y a de l'énergie, hein, parce que là, présentement, on voit qu'il y a du monde qui se promène tout le tour. On a du son qui vient oui. de... Bon, tantôt, on a montré que le terrain était entretenu, mais oui, il y a de la tondeuse qui se passe un tour. Mais c'est la vie moderne. C'est ça. Hein? Alors, il faut tondre le terrain, puis ça fait en sorte que le son aussi y est là, dans les visites. Donc, on va donner un avant-goût aux hommes. Mais il y a certaines femmes qui adorent ça aussi, des outils. Oh que si. Oh que si. Parfait. Oh, on a un beau personnage, mais il bouge pas trop fort. Là. Non, non. Bien, on va le nommer Arthur aujourd'hui. Okay. Alors, Arthur, il nous reçoit dans sa forge. Bien entendu, il est là pour mettre un peu de vie, même s'il est inerte. Mais c'est un peu pour démontrer l'aspect physique de l'habillement qu'un forgeron pouvait avoir dans un milieu de travail qui était le sien là, à cette époque-là. Là, on voit une partie des outils là, par le cadre de la caméra, mais il y a beaucoup de choses à découvrir dans le miniature puis dans le grossi ou à travers les outils qu'on utilise pour mieux expliquer ce que c'était le métier de forgeron, mais comment on fait un cheval, comment on nettoie les pattes, comment on utilise les outils avec lesquels on faisait le travail de forgeron, autant au niveau du cheval que de la charrette ou des autres choses qu'on amenait pour faire travailler. Alors, on est vraiment dans l'élément là, du forgeron. Fait que c'est, comme on disait, là, un aspect de grange, de bâtiment vieillot. Les guides, j'imagine, bon, si les gens voient un morceau qu'ils ne connaissent pas parce qu'ils sont trop jeunes, hein, si c'est des jeunes couples là, dans la vingtaine et la trentaine, oublions ça, là, ils ne connaissent pas ça. S'ils posent la question à quoi ça servait, est-ce que les guides connaissent les réponses? Oui. Alors, ici, autant, probablement, on a amené de la documentation pour qu'ils puissent apprendre, puis on s'entend qu'en tourisme, on est toujours en formation de personnel. Alors, on s'est monté quand même de la documentation pour pouvoir transmettre l'information. On a un support technique par de la vidéo. On a quelques documents qu'on a pu récupérer sur Internet pour mieux voir parce que, même moi, j'ai jamais vu un forgeron des années 50. Je suis pas de cette époque-là. Alors, les vidéos de ces époques-là nous permettent de mieux comprendre le métier de forgeron. Alors, c'est du support qu'on a autant de la vidéo que moi, j'ai pu leur donner là, en leur fournissant de la documentation. Mais les guides sont vraiment bien informés et formés pour faire de la visite, là, pour répondre à tout. Puis, on a quand même des choses, des petites notes là, sur certains outils qui permettent là, de donner une partie d'information aux visiteurs. Les artefacts, est-ce qu'ils ont été donnés vraiment par les gens d'ici? Ce qu'on retrouve ici dans la forge, mettons au niveau du forgeron, c'est des gens d'ici. Quand je parlais du métier d'ébéniste tantôt ou de menuisier, on a eu la collaboration de M. Lemieux de Landrienne qui nous a fourni le coffre de son grand-père. Parce que les outils, mettons, de 1940, déjà, il y a un écart, là. Alors, lui, c'est des outils de 1900 qui nous permet, là, justement, de pouvoir démontrer avec quel genre d'outils un menuisier ébéniste travaillait. Alors, on a des collaborations comme ça, là, de gens qui ne sont pas nécessairement de la municipalité de Saint-Marc, mais qui sont soit de la municipalité voisine, ou des amis, des gens qui sont membres de la corporation, ou
Des donateurs, on en a, là, des gens d'Amos, ils nous donnent leurs petits objets. Là, des fois, c'est un objet, mais qui peut comprendre beaucoup de bribes d'histoire qui fait le lien avec autre chose. Fait que, avec le fil du temps, ça nous a permis d'avoir une collection quand même assez remarquable là, pour pouvoir structurer une visite. Là.